Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ESCP Business School. Alors le thème que nous avons choisi d'aborder aujourd'hui traite d'une question simple. Pourquoi certains investisseurs misent leur épargne dans des entreprises qui perdent de l'argent? Alors le titre que vous voyez à l'écran, Éloge du profit négatif, bon c'est un peu provocateur. Essayons de nous entendre, qu'est-ce que j'entends par profit négatif? C'est tout simplement une entreprise qui perd de l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les recettes ne suffisent pas à couvrir l'ensemble des charges de l'entreprise ou l'ensemble des coûts. Voilà la principale idée. Alors, la meilleure façon d'aborder ce thème, c'est de vous mettre dans la peau d'un investisseur, d'un épargnant qui cherche à fructifier son argent, à préparer sa retraite. D'accord? Alors, traditionnellement, dans des masterclass, on a l'habitude de créer de l'interaction, de faire même des jeux de rôle. Malheureusement, le contexte ne le permet pas. Mais je vais essayer quand même d'imaginer les réponses vos réponses à certaines de mes questions. Alors, acceptez-vous de miser votre épargne dans une entreprise qui perd de l'argent? Alors, j'ai posé la question à mon collègue tout à l'heure qui m'a dit spontanément non, moi je n'investirai pas mon épargne dans une entreprise qui perd de l'argent. En tant que père de famille, évidemment, on est soucieux de l'argent qu'on a gagné après dur labeur, et c'est l'argent de la future retraite, des frais de scolarité de nos enfants, etc. Surtout quand ils voient cet adage célèbre sur les marchés financiers qui consiste à dire n'investissez en bourse que ce que vous êtes prêt à perdre. Autrement dit, ne mettez pas votre épargne de précaution dans des entreprises ou en bourse parce qu'évidemment, on s'expose au risque de perdre une partie de cet argent. D'accord? Alors maintenant, dans la vraie vie, est-ce qu'il y a des investisseurs qui acceptent de miser leur argent dans des entreprises qui perdent de l'argent? Eh bien, aussi incroyable que cela puisse paraître, il y en a beaucoup. L'exemple que vous avez vu dans la présentation de la masterclass concerne Airbnb, la récente introduction en bourse qui a été une réussite fracassante sur Wall Street où le prix de marché de l'action a doublé en une journée. Alors vous allez me dire peut-être que oui, il s'agit d'un cas isolé. Eh bien, figurez-vous qu'il s'agit d'un exemple d'une très longue liste. Et en réalité, le point de départ de cette interrogation ou de cette question a été un constat selon lequel des entreprises se sont introduites en bourse alors qu'elles perdaient de l'argent. Alors, ça nous vient d'une étude réalisée par un professeur de l'Université de Floride qui nous disait que 80% des entreprises qui se sont introduites en bourse en 2018 accusaient une perte de l'exercice sur l'exercice précédent leur entrée sur le marché. Ça a été 74 en 2019 et 80% en 2020. D'accord? Donc voilà, ça c'est le point de départ. Alors quelques exemples. Donc on a parlé d'Airbnb évidemment, mais vous connaissez toutes ces entreprises, ces marques très connues, donc Uber, Spotify, Lyft, Snapchat, etc. Ce sont les stars de la Silicon Valley. Et en réalité, ce qui a fait leur célébrité, c'est principalement deux raisons. La première raison, c'est d'abord, j'entends sur les marchés financiers évidemment, la première raison, c'est des valorisations records. Donc là, la capitalisation boursière, comme vous pouvez le voir, donc c'est quelque chose d'assez impressionnant. Alors, je m'adresse ici à ceux qui ne sont peut-être pas très familiers avec la finance. Qu'est-ce qu'on entend par capitalisation boursière? Quand on dit en fait qu'Uber ou Spotify, prenons Spotify, a une valorisation de 26 milliards de dollars, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on essayait de vendre toutes les actions, ou si vous voulez acheter toutes les actions disponibles de Spotify, eh bien, il faudra débourser la modique somme de 26 milliards de dollars. Voilà à quoi correspond la valorisation boursière. Et ces chiffres sont d'autant plus impressionnants quand on voit l'âge relativement très jeune de ces entreprises. Alors, ce qui est exceptionnel, c'est Snapchat, qui a été créé en 2011 par deux jeunes qui n'ont pas 30 ans, qui n'ont même pas 30 ans, et qui, au moins de 7 ans, ont transformé cette petite entreprise, cette petite start-up, en un géant qui valait 24 milliards de dollars, ce qui est énorme, évidemment, juste à titre de comparaison. La capitalisation de Renault aujourd'hui est de l'ordre de 10 milliards. D'accord? Voilà. Alors, deuxième raison de la célébrité
de ces entreprises, c'est les pertes records aussi qu'ils réalisent. D'accord? Donc voilà, vous voyez s'afficher sur l'écran les pertes records de ces entreprises. Uber, par exemple, pendant l'exercice précédent, l'année de l'introduction en bourse, réalisait une perte de 1,8 milliard de dollars. Voilà donc le point ou la question qui nous intéresse aujourd'hui. Pourquoi des milliers d'investisseurs misent sur des entreprises déficitaires? Alors, permettez-moi de faire une petite parenthèse en préambule. Il ne faut pas s'attendre à une réponse simple à cette question qui est par nature complexe. D'accord? L'objectif d'une masterclass, c'est d'abord un objectif pédagogique et l'idée, c'est de vous donner des pistes de réflexion que vous pouvez explorer par vous-même. Alors pourquoi cette question est complexe? Comme toutes les questions financières, elle est complexe parce qu'elle traite de deux choses qui sont par définition imprédictibles, qui sont le comportement humain et la rentabilité espérée ou le futur, d'une manière générale. Alors, les décisions humaines, en réalité, toutes les décisions qu'on étudie sont des décisions prises par des gens comme vous et moi. On essaye d'être rationnel, on essaye d'être objectif, mais je pense que personne ne peut nier le fait que nos décisions sont influencées aussi par des aspects psychologiques, par nos émotions, par des influences culturelles, par des croyances, etc. Et je pense qu'il est illusoire de penser qu'une équation mathématique ou qu'un modèle financier pourrait, aussi sophistiqué soit-il, pourrait prendre en considération tous ces facteurs qui influencent nos décisions. Un célèbre adage à Wall Street qui consiste à dire qu'il y a deux facteurs qui font bouger les marchés financiers. Fear and greed, la peur et l'appât du gain. Alors cet indicateur que vous voyez ici n'est pas une blague, c'est un indicateur très sérieux suivi par des analystes financiers et des investisseurs pour mesurer ou avoir une idée de ce qu'on appelle le sentiment des investisseurs. Est-ce qu'ils sont optimistes, est-ce qu'ils sont pessimistes, est-ce qu'ils sont plutôt confiants ou méfiants, etc. La deuxième source de complexité de cette question, elle est liée évidemment à la rentabilité espérée. Alors que les choses soient claires, il n'y a pas une décision financière qui ne peut être prise sans une estimation de ce qu'on appelle le retour sur investissement. Si je suis votre gestionnaire de patrimoine, je viens vous recommander d'investir dans un produit financier, qu'il soit une action ou une obligation, sans vous donner la rentabilité ou le retour sur investissement. Évidemment, on ne va pas aller très loin, vous n'allez pas investir. Or, le problème de la rentabilité espérée est qu'il s'agit d'une promesse. Elle est fondée sur des hypothèses, c'est une promesse, et les promesses n'engagent que ceux qui y croient, paix à son âme Jacques Chirac. Plus sérieusement, la rentabilité espérée est un pari sur un revenu incertain, d'accord, par définition. Donc, la morale de l'histoire, la finance n'est pas une science exacte et ne le sera jamais. C'est la seule certitude que vous allez entendre de ma bouche ici. Alors maintenant, pourquoi les entreprises s'introduisent en bourse ? Alors évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, parmi vous, certains ne sont pas familiers avec la bourse, avec la finance. Donc c'est pour ça que je prends la précaution d'expliquer, de revenir pourquoi en fait les entreprises s'introduisent en bourse. Alors la bourse, c'est d'abord le marché, c'est un souk sur lequel on échange des actions. Alors prenons un exemple ici d'Alibaba. Si j'étais Alibaba et si vous acceptez de me confier votre argent, je vais, en contrepartie de cet argent que vous m'avez confié, vous donner un papier qui reconnaît que vous êtes devenu actionnaire dans l'entreprise. C'est ce qu'on appelle donc des actions. Et par ce biais, évidemment, j'ai collecté de l'argent qui va consolider mes ressources financières et qui va me permettre de développer et d'investir dans mes activités. D'accord? Et donc, l'objectif, c'est évidemment de lever des fonds. Donc là, vous voyez, Alibaba avait le record qui a été battu par Aramco, une société saoudienne pétrolière, qui a levé 25,6 milliards de dollars. Pour revenir à nos exemples qui nous intéressent aujourd'hui, c'est Uber, Snapchat. Uber a levé 8,1 milliards de dollars, d'accord, donc qui est un record dans cette série d'entreprises qui perdent de l'argent. Deuxième question importante pour la suite, c'est qu'est-ce qui détermine le prix d'une action? Alors, évidemment, c'est un principe vieux comme le monde, je ne vais pas m'étaler trop là-dessus, mais il était important pour moi de rappeler que le prix d'une action est le résultat de l'offre et la demande, et l'offre et la demande, ce sont les acheteurs et les vendeurs. Et ça, c'est très important de rappeler que, en réalité, derrière le prix de l'action, il y a des gens qui prennent des décisions. Ce n'est pas quelque chose de virtuel ou de fictif, d'accord ? Il y a des gens qui achètent, qui misent leur épargne ou qui vendent pour récupérer leur épargne. Alors, la question maintenant, c'est quelles sont les motivations
de ces investisseurs. D'accord? Alors, je vais prendre un exemple très rapidement pour voir quelles sont les principales motivations et quel est le principal critère d'investissement. Évidemment, vous allez me dire la performance. Oui, mais quelle performance? Est-ce qu'on parle de la performance passée, actuelle ou la performance future? Okay. Alors, je prends un exemple que j'apprécie particulièrement, celui d'Apple, une entreprise que vous connaissez tous, où elle a annoncé, donc l'entreprise a annoncé un record de profit. Donc, vous voyez ici, le profit est de 18 milliards de dollars. Et tenez-vous bien, c'est un profit trimestriel. C'est un profit trimestriel. Sur cette année-là, le profit a été supérieur à 50 milliards, soit l'équivalent d'un PIB d'un pays comme la Tunisie, pays de mon enfance et là où j'ai grandi. Voilà. Alors, question, donc je vais tester un peu votre réflexe d'investisseur. Après ce record, est-ce que vous attendez à ce que le prix de cette action augmente, baisse, ou vous considérez qu'il est difficile de répondre, nous n'avons pas suffisamment d'informations? Malheureusement, je n'ai pas la possibilité d'obtenir vos réponses, mais je vous donne la réponse de mes étudiants. Dans la plupart des cas, les étudiants répondent ou s'attendent à ce que le prix augmente. Alors, essayons de voir ce qui s'est passé juste après l'annonce donc de cette très bonne nouvelle. D'accord? Rappelez-vous, on s'attendait à une augmentation. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, l'entreprise a réalisé un profit, elle a fait ses preuves, et donc les investisseurs vont courir pour essayer d'en profiter. Alors, regardons ce qui s'est passé. L'action a chuté de 6%. Alors, que les choses soient claires, expliquer le prix d'une action n'est pas une mince affaire. Parce que pour que le prix d'Apple baisse de 6%, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des milliers de transactions, des milliers de gens qui sont en train de vendre. Or, on ne peut pas dire que tout le monde est en train de vendre pour la même raison. Alors, pour les plus financiers d'entre vous, évidemment, vous avez des explications potentielles. C'est ce qu'on appelle une prise de bénéfice. J'ai acheté à 70, aujourd'hui l'action vaut 90, je vends pour prendre des bénéfices. Certains vont dire, ah ben, ils ont atteint un record, est-ce qu'ils vont être capables de faire mieux ou pas? Essayons de vendre un peu plus. Mais en réalité, je ne vais pas m'engager dans toutes ces explications qui sont multiples et qui sont valables. Mais en réalité, Tim Cook, le PDG d'Apple, quand il a annoncé la bonne nouvelle, il a annoncé aussi une mauvaise nouvelle. Et il a dit, en fait, à cause de l'appréciation de la valeur du dollar, on s'attend à un ralentissement des ventes de l'iPhone. D'accord? Évidemment, l'appréciation de la valeur de dollar va rendre l'iPhone plus cher à l'étranger et donc il va y avoir un ralentissement. La morale de l'histoire, ici, c'est qu'en réalité, ce qui importe pour l'investisseur, ce n'est pas la performance passée, ni la performance actuelle, mais évidemment la performance future. Si vous êtes un investisseur et que vous allez miser votre argent aujourd'hui, la question est de savoir est-ce que l'action qui est à 90 $, est-ce qu'elle va augmenter dans le futur ou pas? Et ceci ne dépend pas de la performance passée. La morale de l'histoire, et c'est ça que l'idée on va dire 3 éléments clés à retenir pour la suite, et vous allez voir en fait qu'on commence déjà à donner une réponse à notre question. La première idée clé, c'est que les décisions des investisseurs sont fondées sur des anticipations. Le plus important pour un investisseur, c'est la performance future. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que la performance passée n'a pas d'importance. Au contraire, on a besoin de la performance passée pour comprendre la trajectoire de l'entreprise, pour savoir si on peut faire confiance à cette entreprise, si elle a fait ses preuves ou pas. Mais pour celui qui achète aujourd'hui, évidemment, le plus important, c'est la performance future. La performance actuelle va profiter aux actionnaires déjà existants pour l'entreprise. Deuxième idée clé, les informations sur quelle base on fonde nos anticipations, les informations, pas seulement financières, aussi extra-financières et extra-comptables. Troisième élément, la confiance qu'on peut avoir dans l'entreprise. Et ça, c'est un élément clé. Les Américains ou les Anglais disent « to buy is to trust ». Acheter, c'est faire confiance. D'accord? Je reviendrai sur l'idée de la confiance à la fin de cette présentation. Alors, êtes-vous prêt à traverser la vallée de la mort? C'est quoi cette histoire de la vallée de la mort? Alors, avant d'expliquer la vallée de la mort, évidemment, quand on parle de déficit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui accepte de financer le déficit. Ce n'est pas l'État ni le contribuable qui finance en fait le déficit d'une start-up. Alors, on va s'attarder un peu sur ce schéma qui est pour moi très intéressant. Mais s'il vous plaît, attention à toute tentation de généralisation. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit la trajectoire de revenus et de financement d'une start-up, mais en aucun cas, il faut considérer que ça reflète l'histoire de toutes les start-up.
D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle un happy end. C'est la version positive d'une startup. Alors, c'est quoi cette histoire de la vallée de la mort? Alors, concentrons-nous sur cette partie, donc cette courbe orange que vous voyez donc sur les slides. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette courbe? Donc, c'est, pour simplifier, c'est le profit. C'est recette moins coût. Et vous voyez donc dans la première partie, vous voyez que l'entreprise, la startup, perd de l'argent. Alors, est-ce que c'est normal? Oui. Une start-up, par définition, elle a inventé quelque chose de nouveau ou elle a innové pour créer, lancer un nouveau produit ou un nouveau service. Elle a besoin d'argent pour le déployer, pour faire ses preuves. Elle recrute des gens pour développer, designer le produit et le service. Et entre-temps, évidemment, soit elle n'a pas de recettes du tout, soit elle a des recettes qui ne sont pas suffisantes pour couvrir l'ensemble des coûts qui sont nécessaires au développement de cette entreprise. Alors, qui finance du coup ce déficit? Qui finance ces coûts sans recette? Eh bien, ce sont des investisseurs. Pas n'importe quel investisseur. Alors, les financiers savent qu'il y a les business angels, il y a les seed capital. Alors, ce que vous voyez, FFF, c'est Founders, Family and Friends, ce qu'on appelle love money. Ce sont donc des investisseurs qui acceptent, pour des raisons différentes, de prendre le risque de financer des startups de ce type-là. Alors pourquoi maintenant l'idée de la vallée de la mort? La vallée de la mort, c'est-à-dire que l'investisseur qui a mis son argent dans cette entreprise, il n'a aucune certitude si cette startup va l'emporter, va survivre, va un jour pouvoir être profitable ou pas, va un jour dépasser ce que vous voyez le break-even point ou le point mort, c'est-à-dire le point où les recettes commencent à couvrir l'ensemble des coûts. D'accord? Donc voilà l'idée de la vallée de la mort. Alors les investisseurs, évidemment, ils misent sur le fait qu'après la vallée de la mort, il y aura de la verdure et il y aura une possibilité de récupérer et de compenser la prise de risque qu'ils ont prise au départ. D'accord? Alors, pour résumer, je pense en fait qu'il est intéressant de définir la start-up de cette manière. Une start-up est financée par ses actionnaire. Au départ, elle n'a pas suffisamment d'ailes, enfin, elle n'a pas suffisamment de muscles pour voler par ses propres ailes. Et une entreprise bien établie qui a fait ses preuves, elle est financée par ses clients. D'accord? Autrement dit, les recettes, ce sont les recettes qui permettent de couvrir les coûts. Ce n'est pas ni le patron ni l'actionnaire qui paye les salaires des employés. C'est grâce aux recettes générées par les clients. D'accord? Alors vous voyez donc à la fin du slide, vous voyez donc là, IPO, ça veut dire quoi? Initial Public Offering, c'est l'introduction en bourse. Et selon ce schéma, les entreprises n'entrent en bourse que lorsqu'elles ont fait leurs preuves, lorsqu'elles ont montré qu'elles sont capables d'être profitables. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va en bourse, on doit s'exposer au risque de critique, d'être évalué, d'être jugé. Tous vos actes, toutes vos décisions vont être scrutés à la loupe et donc il ne faut pas évidemment se louper. Alors maintenant, pour revenir à nos entreprises, eh bien, nos entreprises, ils ont cassé tous ces codes. Et ce qu'on voit, et ce qu'on voyait dans l'histoire et traditionnellement. D'accord? Donc, Uber, Airbnb, toutes ces entreprises n'ont pas attendu d'être profitables pour s'introduire en bourse. D'accord? Et si la vallée de la mort était un très long chemin, c'est-à-dire que la perspective de profitabilité était un lointain objectif. Alors je partage avec vous quelques témoignages des managers de ces entreprises. Alors pour changer, prenons Lyft qui est le concurrent d'Uber. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent les managers pour convaincre les investisseurs potentiels d'investir lorsque l'entreprise s'est introduite en bourse? Ils disaient l'entreprise ne pourrait jamais être en mesure d'atteindre ou de maintenir sa rentabilité à l'avenir. Et nous ne prévoyons pas de verser de dividendes dans un avenir proche. Donc, vous voyez, en fait, là, c'est une drôle de façon de convaincre des investisseurs le jour de l'introduction en bourse. C'est comme si je viens aujourd'hui de vous vendre un vaccin en vous disant « je n'ai aucune certitude si ça va marcher ou pas ». Ou si ça va vous protéger contre le virus. D'accord? Donc, évidemment, les choses sont un peu plus complexes que ça. Comment des investisseurs arrivent à accepter d'investir malgré l'absence de profitabilité et malgré la perspective de dividendes dans le futur. D'accord? Alors, juste en fait un autre chiffre pour vous montrer que cette absence de perspective n'a pas découragé les investisseurs, loin de là. Alors ça, c'est l'augmentation du prix de l'action le jour de l'introduction en bourse. Airbnb
a doublé son prix en une journée. Vous voyez LinkedIn, plein d'autres exemples où le prix a été doublé en fait, ou en tout cas il a fortement augmenté en une journée. D'accord? Donc la morale de l'histoire, ni les déficits, ni l'absence de perspective de dividendes n'a dissuadé les investisseurs de mettre leur argent dans ces entreprises. Alors quelles sont les autres motivations alors, si ce n'est pas ni le déficit, ni la perspective de rentabilité? Alors, peut-on continuer à attirer des investisseurs sans verser des dividendes? D'accord? Alors, traditionnellement, évidemment, la rémunération de l'actionnaire, c'est les dividendes. Oui, mais il n'y a pas que les dividendes dans la vie. Mon meilleur exemple est Amazon. Alors, Amazon, pour la petite histoire, alors, je parle d'Amazon, mais je peux parler, il y en a plein d'autres exemples, mais puisque ça parle à tout le monde, donc je prends Amazon comme exemple aujourd'hui. Amazon n'a jamais versé de dividendes. Alors, vous avez ici l'histoire du cours de bourse d'Amazon. Est-ce que vous pensez que les actionnaires d'Amazon sont mécontents parce que l'entreprise n'a jamais versé de dividendes? Absolument pas. Je pense que tout le monde l'a compris. Il n'y a pas que les dividendes, il y a aussi la plus-value. L'action d'Amazon valait 1 dollar en 1998. Celui qui est aujourd'hui, elle est supérieure à 3300 dollars. D'accord? Ça veut dire, en fait, celui qui a investi à cette époque-là, il aura multiplié sa mise par plus de 3000 fois. D'accord? Et vous avez ici une explication pourquoi Jeff Bezos est devenu l'homme le plus riche du monde. Avant le divorce, évidemment, qui lui a coûté beaucoup et qui a fait qu'il a dégringolé dans ce top des hommes les plus riches du monde. Alors, certains maintenant vont dire, oui, si l'entreprise ne verse pas de dividendes et que l'action est en train de monter, donc ça veut dire que l'entreprise a peut-être réalisé des profits. Eh bien, regardons la courbe des profits maintenant. Alors, dans cette courbe, il y a donc ce qui est en bleu, c'est l'évolution des recettes. Ce qui est en orange, c'est l'évolution du résultat net. D'accord? Le résultat net comptable, rappelez-vous, revenus ou recettes moins les charges. Et bien, vous voyez ici, Amazon a connu 20 ans de résultats nets soit négatifs, soit quasiment nuls. D'accord? Le premier résultat net positif important, relativement important par rapport à la taille de l'entreprise, c'était en 2018. D'accord? Et donc ça, c'est aussi un argument très intéressant. Alors, maintenant, évidemment, les recettes, vous voyez que les recettes sont en train d'augmenter. Oui, mais le résultat net, il est très faible, voire négatif. Comment on explique ça? Alors, pour ceux qui sont les plus à l'aise dans les chiffres, vous avez compris que, certes, le chiffre d'affaires a augmenté, mais les charges ont augmenté à un rythme plus soutenu que celui des recettes. C'est ce qui permet d'expliquer pourquoi le résultat net a été négatif. D'accord? Voilà donc l'idée d'Amazon. Alors, on peut remarquer la même chose avec Twitter. Alors, je vais passer ce slide pour maintenant faire un petit zoom sur le résultat net. D'accord? Et ça, donc, c'est important. Comment, maintenant, finalement, si ni le dividende, ni le résultat net ne permettent de comprendre les motivations des investisseurs, donc ça veut dire qu'il faut chercher autre chose pour expliquer les motivations des investisseurs qui acceptent de miser leur épargne dans des entreprises qui perdent de l'argent. Alors, le résultat net, alors si j'essaye, avant de vous montrer le compte de résultat, si j'essaye de raconter l'intuition de résultat net, on a dit c'est l'ensemble des recettes moins les charges. D'accord? Alors évidemment, ce qui permet d'augmenter les richesses, qui sont les recettes, c'est l'argent que vous collectez en vendant vos produits et services. D'accord? Donc c'est l'argent que vous collectez des clients. Alors évidemment, il n'y a pas de richesse possible sans la contribution d'un certain nombre de parties prenantes. Évidemment, le capital humain est capital. D'accord? Il faudra maintenant compenser tous ceux qui ont contribué à ce processus de richesse. Donc, il faut payer les salaires des employés. Il faudra payer les factures des fournisseurs en contrepartie de la matière première, des services qu'ils vous ont fournis. Il faudra payer les intérêts de la dette des banquiers qui ont accepté de financer une partie de vos investissements. Il faudra payer les impôts à l'État en contrepartie de l'administration, des services, comment dire, d'une justice en fait qui permet de protéger vos contrats, etc., etc. Et puis, évidemment, une fois on a tout payé, eh bien, on a ce qu'on appelle le résultat net. Net de quoi? Net de toutes les charges. En gros, le résultat net, c'est l'argent qui reste après avoir honoré tous nos engagements vis-à-vis des parties prenantes.
D'accord? Alors maintenant, on va passer à une présentation du résultat net un peu plus technique ou un peu plus comptable, on va dire. Alors ici, vous avez le compte de résultat. Alors le compte de résultat, il va nous indiquer sur la ligne en haut donc les recettes et tout en bas le résultat net, c'est-à-dire ce qui reste après avoir déduit toutes les charges. Alors prenons là, encore une fois, pour des raisons pédagogiques, on prend 2 années, une année où on perd de l'argent et une année où on gagne de l'argent. 2014 et 2015. Alors, pour le petit détail, les chiffres entre parenthèses désignent des chiffres négatifs. D'accord? Alors, 2014, vous voyez, donc, le résultat net est négatif pour Amazon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise n'arrive pas, grâce à ses recettes, à couvrir l'ensemble de ses charges. Et même quand l'entreprise réalise un bénéfice, eh bien, vous voyez que le bénéfice est très très faible, 0,6%. D'accord? Malgré des recettes qui augmentent. Malgré des recettes qui augmentent. Et si vous regardez bien, en réalité, si vous regardez la marge brute et le chiffre d'affaires, ils sont très importants. D'accord? Donc ça veut dire qu'on a perdu ce gain quelque part. Qu'est-ce qui a grignoté cette marge brute? Eh bien, il faudra chercher à l'intérieur, évidemment. Et là, concentrons-nous sur 2 postes qui, pour moi, sont très, très déterminants. La recherche et développement. Amazon, en 2014, à titre d'exemple, a investi 9,2 milliards en recherche et développement, ce qui est énorme. D'accord? C'est 10% du chiffre d'affaires. Et ce chiffre est en train d'augmenter d'une année à une autre. D'accord? Deuxième élément important, les amortissements et les dépréciations. Alors, c'est quoi les amortissements? Pour expliquer d'une manière simple, je suis un boulanger, j'ai investi dans un four, eh bien ce four, à cause de l'usure, il va se déprécier et sa valeur va se déprécier. D'accord? Le régulateur m'autorise à enregistrer une charge qu'on appelle amortissement qui reconnaît la dépréciation de la valeur de ce bien ou de cet équipement. D'accord? Alors, ce qui est intéressant à retenir avec ça, c'est évidemment que les amortissements qui sont des charges qui ne reflètent pas une sortie réelle d'argent, ils reflètent la politique d'investissement de l'entreprise. La morale de l'histoire, ici, Amazon a privilégié la politique d'investissement. Autrement dit, Amazon a une politique d'investissement très volontariste, voire même agressive. Une grosse partie de l'argent qui est gagné est réinvesti dans l'entreprise. La morale de l'histoire, ce qui est intéressant dans ce cas, c'est qu'on a sacrifié des marges, on n'a pas été obsédé par le résultat, par le profit, mais on a privilégié la croissance et on a privilégié l'investissement sur le long terme. D'accord? Alors, si on essaye de creuser... Ah oui, juste un petit détail par rapport à la taxe. Donc là, vous voyez qu'Amazon ne paye pas d'impôts. Et pourquoi, dans ce cas précis, Amazon ne paye pas d'impôts? Parce que les recettes imposables, ce qu'on appelle le résultat avant impôt, que vous voyez ici, que je viens de souligner, est négatif. Et évidemment, vous ne payez pas d'impôts quand vous perdez de l'argent. C'est ce qu'on appelle un levier fiscal, c'est-à-dire il y a une économie qui est réalisée et qui est utilisée par Amazon pour réinvestir. Alors c'est un autre thème, je ne vais pas entrer trop dans des détails techniques, ce n'est pas l'objectif encore une fois de ce webinaire et le temps est limité. Mais si on essaye maintenant de résumer, je dirais que pour comprendre la réussite d'Amazon, ce n'est pas ni du côté du résultat net qu'il faut regarder, ni du côté de la politique du dividende, mais plutôt aux côtés de la politique d'investissement. Alors, le meilleur indicateur de la politique d'investissement, pour les intimes, pour les financiers, on appelle ça CAPEX. Ça veut dire quoi? Capital Expenditure, c'est acquisition d'immobilisation. En gros, ça reflète ce que l'entreprise investit, soit pour accroître son appareil productif, acheter des hangars pour Amazon, etc., soit pour acheter de nouvelles entreprises qui vont augmenter votre chiffre d'affaires, et c'est ce qui s'est passé avec Amazon. D'accord? Si on essaie de résumer la politique d'investissement d'Amazon et de Jeff Bezos, je dirais que Jeff Bezos, qui a dit, enfin, il n'est pas... Ce n'est pas lui qui a dit cette citation, la meilleure façon de préparer l'avenir est de tout donner au présent. D'accord, c'est un vieil adage, mais Jeff Bezos l'a appliqué à la lettre. C'est-à-dire chaque dollar qui a été généré par l'entreprise est réinvesti dans l'entreprise. D'accord? Et c'est ce qui explique
l'attractivité de l'entreprise. En réalité, la meilleure façon de comprendre l'attractivité de l'entreprise, ce n'est pas le résultat net, mais c'est beaucoup plus la politique d'investissement qui a un pouvoir explicatif beaucoup plus important. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de dire que Amazon est le modèle à suivre, parce que, évidemment, toute entreprise, elle a ses forces, ses faiblesses, elle peut avoir aussi des travers, mais ce n'est pas l'objectif ici. En revanche, on peut raisonnablement dire qu'il y a des leçons très intéressantes à retenir de Jeff Bezos et de sa politique d'investissement. Il faut savoir que Jeff Bezos a essuyé, en tant que dirigeant de cette entreprise, de fortes critiques, des critiques très violentes des analystes financiers en disant que le modèle n'est pas viable, que l'entreprise est incapable d'être rentable, que l'entreprise ne prévoit pas de payer des dividendes, ce qui est mauvais pour les actionnaires, etc. Et le mérite, un des mérites de Jeff Bezos, c'est qu'il a pu résister, développer une certaine résilience, et il a prouvé au marché qu'on peut avoir une politique long-termiste, qu'on peut éviter d'être obsédé par le résultat net, par l'immédiateté du résultat net, et on peut attirer des investisseurs. Ce qui est en contradiction avec la majorité des CEO, des managers des entreprises cotées sur les marchés boursiers qui restent soumis quand même à cette exigence du marché, à cette orientation plutôt court-termiste, il faut l'avouer, sur les marchés financiers. Et donc en cela, c'est quand même quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire Jeff Bezos, il a sacrifié des marges, il a sacrifié l'immédiateté du profit en faveur ou au profit en fait d'une politique d'investissement qui permet de croître et d'accroître son business. Voilà. Je pense avoir dit l'essentiel. Je rajouterai juste un petit détail, une autre explication, même si elle est en fait subsidiaire. Je dirais que la rareté suscite l'appétit. Alors juste une petite statistique. Ce que vous voyez dans le tableau ici, c'est le nombre d'introductions en bourse. Alors, si on prend comme référence les années 90, vous voyez en fait que le nombre d'introductions en bourse était très très élevé dans les années 90, dépassant 400 introductions parfois. Aujourd'hui, enfin depuis 2016, vous voyez que le nombre d'introductions en bourse est très très faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a beaucoup moins d'entreprises avec un nombre d'investisseurs et une épargne qui grandit. Et donc là, évidemment, c'est un vieux principe, vieux comme le monde, c'est la rareté qui suscite l'appétit des investisseurs. Et donc ça, c'est un autre argument qui permet d'expliquer pourquoi certains investisseurs acceptent d'investir dans ces entreprises malgré le fait qu'ils perdent de l'argent. Alors, si on essaye de résumer, il y a quelque chose qu'on doit retenir en tant qu'analyste financier, en tant que gestionnaire de patrimoine, si on essaie d'analyser la performance d'une entreprise, et ça c'est ce qu'on appelle une golden rule, une règle d'or, il n'y a pas un indicateur unique de bonne santé financière, il n'y a pas un indicateur unique de performance financière. Alors, vous voyez Neymar, vous êtes curieux de savoir qu'est-ce que Neymar vient faire dans une masterclass d'analyse financière. Eh bien, imaginons que vous êtes le PDG du PSG, Paris Saint-Germain, et que vous apprêtez à signer un chèque de 230 millions d'euros. Évidemment, la première chose à faire, c'est de s'assurer qu'il est en bonne santé, qu'il est capable de faire du sport de haut niveau. Je suis le médecin. Et vous m'avez confié cette mission, de regarder s'il est en bonne santé ou pas. Je regarde sa température et je viens vous dire, allez-y patron, signez. J'ai vérifié sa température, elle est à 37 degrés, foncez, il est en bonne santé, il a une santé de cheval. Évidemment, vous allez me virer, c'est ridicule. Pourquoi? Parce que vérifier la santé de quelqu'un nécessite la combinaison de plusieurs tests médicaux qui permettent en fait de faire ce qu'on appelle le diagnostic médical. Eh bien, en entreprise, c'est exactement la même idée. On ne peut pas se fier à un seul indicateur, ni le résultat net, ni le dividende, ni le chiffre d'affaires pour dire que l'entreprise est en bonne santé. Je pense que mon propos est clair, mais je vous donne quand même une petite illustration, un petit exemple d'une entreprise que vous connaissez aussi, Twitter. On est en 2012 et le chiffre d'affaires, ce que vous voyez ici, c'est le chiffre d'affaires. En 2012, était de 300 millions de dollars à peu près. L'année suivante, ça a augmenté à 600 millions de dollars, plus que doublé. Et puis, l'année suivante, plus que doublé. Question rapide, est-ce que à ce moment-là, vous investissez votre argent dans cette entreprise ou pas? Pareil, donc la majorité de mes étudiants vont dire oui, on investit parce qu'on n'en connaît pas énormément des entreprises qui doublent leur chiffre d'affaires tous les ans. Et c'est clair que c'est une grosse performance. Alors maintenant, si je vous rajoute une autre information, qui est le résultat net. Et vous voyez en bas, donc le résultat net est négatif, l'entreprise perd de l'argent.
Voici un autre exemple qui vient se rajouter à la longue liste des entreprises qui se sont introduites en bourse alors qu'ils perdent de l'argent. Et Twitter s'est introduite en 2013 et vous voyez le niveau de perte record qu'il réalise. La morale de l'histoire, il n'y a pas un indicateur unique de bonne santé. Et comme je vous l'ai dit au départ, je vous ai prévenu, il n'y a pas de réponse simple à une question qui est par définition complexe. D'accord ? Voilà donc en résumé tout ce qu'on vient de dire. Très important, l'idée de penser que finalement la motivation des investisseurs, c'est vraiment la performance future, ce n'est pas le passé. Alors j'utiliserai pour finir ce que disait Warren Buffett, un des plus célèbres investisseurs du monde, qui disait que si maîtriser l'histoire d'une entreprise est tout ce qu'il nous faut pour savoir dénicher quelles sont les meilleures opportunités, eh bien les historiens seraient les plus riches du monde. D'accord ? La morale de l'histoire, évidemment, ce n'est pas suffisant de regarder le passé, mais de prédire le futur, ce qui n'est pas une mince affaire, évidemment, et c'est toute la complexité de la finance. Je finirai par un mot, si on essaie de résumer, ce qui attire les investisseurs, évidemment, c'est la capacité d'une entreprise à inspirer de la confiance. Simplement, la confiance ne se décrète pas. Je ne peux pas décider que vous allez me faire confiance. Mais ce que je peux faire, c'est de vous donner des preuves qui montrent en fait que je peux gagner votre confiance, que je peux être digne de votre confiance. Et les preuves, évidemment, c'est à vous de les juger. Et elles ne sont pas seulement dans les chiffres. Elles ne sont pas seulement dans les livres comptables. Elles sont ailleurs. La question de la réputation, elle n'est pas liée seulement aux livres ou aux chiffres. Et donc là, je finis avec une phrase célèbre que j'aime beaucoup répéter dans mes cours, que j'emprunte à Henry Ford, qui disait « Les deux choses les plus importantes n'apparaissent pas dans le bilan de l'entreprise, sa réputation et ses hommes. » Capital humain, c'est la vieille école, c'est capital humain au sens large. Et je rajouterai à cela le savoir ou la connaissance. Apple aujourd'hui est l'entreprise la plus importante au monde. Ce n'est pas parce qu'ils sont assis sur un puits de pétrole, ils sont assis sur un puits de savoir. Et en réalité, il y a deux facteurs qui sont essentiels à ce qu'on appelle confiance ou réputation. C'est la capacité de ce capital humain à transformer la connaissance et le savoir en un produit ou en un service créateur de valeur qui arrive à satisfaire des clients. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Donc là, on s'attend à vos questions, évidemment. Alors, nous avons quelques questions qui ont été, merci beaucoup Frédéric d'avoir donc mis ces questions. Alors, pourquoi les PDG comme Tim Cook ou les PDG d'Uber et de Lyft ont révélé une information négative qui pourrait pénaliser leur entreprise? Très bonne question. Alors, évidemment, d'abord, commençons par dire qu'une entreprise qui est cotée en bourse, elle a une obligation de transparence. Quand vous engagez en bourse, eh bien, il faudra révéler toutes les informations, publier vos documents comptables, etc. Mais au-delà de la transparence légale, eh bien, une entreprise qui est cotée en bourse, elle a intérêt à révéler ces informations. Il faut savoir qu'en bourse, vous êtes scruté par des milliers d'analystes financiers et une entreprise comme Apple, évidemment, elle est observée par des milliers d'investisseurs, d'analystes financiers, de banques, etc., etc. Et donc, vous avez intérêt à révéler vous-même l'information parce que si vous ne le faites pas, eh bien, elle finira par apparaître dans la presse. Et si c'est le cas, évidemment, moi, si je suis Tim Cook, PDG d'Apple, eh bien, il y a deux interprétations. Soit ils vont dire Tim Cook est quelqu'un de sincère et d'honnête. D'accord? Il n'a pas pu cacher cette information. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas pu l'anticiper. Et donc là, évidemment, on va dire il n'est pas suffisamment qualifié ou son équipe n'est pas suffisamment qualifiée pour voir comment l'appréciation du dollar va avoir un impact sur la performance d'Apple. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième interprétation, Tim Cook le savait. Il savait en fait que le dollar allait avoir un impact, mais il a caché l'information. Et là, évidemment, c'est plus grave. Là, c'est plus grave parce qu'on touche à l'un des atouts d'une entreprise, à un de ses actifs les plus précieux, qui sont la réputation et sa transparence, sa capacité à être crédible, évidemment, sur le marché. Donc, on touche à la réputation de l'entreprise. Et donc là, évidemment, ça peut être très grave. Donc, la morale de l'histoire, la règle en or, pour un manager d'une entreprise qui est cotée en bourse, transparence et
quand on annonce une mauvaise nouvelle, il vaut mieux l'annoncer et annoncer quel est le plan de sortie de crise ou comment on va en fait remédier à cette faible performance et quelle est votre stratégie. D'accord? C'est une façon de montrer que la situation est sous contrôle. Voilà. Alors, deuxième question. En raison de la déductibilité fiscale des amortissements, l'État subit un manque à gagner. Pourquoi l'État accepte de renoncer à une source de recettes fiscales supplémentaires? Très bien. Alors, rappelez-vous, donc, dans le compte de résultat, on a dit les amortissements, qui est une écriture comptable, eh bien, plus vous avez des amortissements importants, plus ça va déduire le résultat avant impôt. D'accord? Et donc, ça vous permet de payer moins d'impôts. Ça vous permet de réaliser une économie d'impôts. Pourquoi l'État accepte de renoncer à ça? Eh bien, pour une raison simple, parce que l'État mise sur le fait que, alors je dis bien mise, je reviendrai sur le terme mise sur le fait que les entreprises vont réinvestir cette économie d'impôts. Et donc, en faisant ça, les entreprises vont investir, vont créer plus d'emplois, vont créer plus de dynamique, plus d'opportunités d'affaires, et donc ça finira par se voir pour l'État et même payer plus d'impôts dans l'avenir. Alors pourquoi je disais mise? Eh bien parce que l'État n'a aucune obligation ni aucun moyen de vérifier que les économies réalisées par l'entreprise sont réinvesties. Ceci étant dit, un manager qui est sérieux, un manager qui a une vision long-termiste, sait très bien qu'une entreprise qui n'investit pas est une entreprise qui est condamnée à la disparition. D'accord? Et là, ce n'est pas juste une phrase. Alors, ça peut faire l'objet d'un autre webinaire ou masterclass pour dire à quel point l'investissement est important pour une entreprise. Alors, on prend peut-être deux autres questions. Pourquoi les startups ne font pas le choix de réduire le rythme de croissance pour afficher des profits? Pourquoi cette obsession d'une croissance rapide? Très bonne question. Très bonne question. Eh bien, la raison est qu'il faut se mettre à la place de la start-up. Vous venez d'inventer ou de créer un nouveau produit. Donc, vous avez ce privilège d'être en position de monopole. D'accord? Sachant que vous avez investi énormément dans la recherche et développement, etc. Et il est très important pour vous de récupérer cet argent. Il est très important de réaliser des marges qui vous permettent de réinvestir et de compenser tous les investissements que vous avez effectués. Le danger pour vous, pour une entreprise, pour une start-up, c'est quoi? C'est que vous aurez un autre concurrent qui va copier ce que vous êtes en train de faire. Et s'il a plus de capacité d'investir, eh bien, il pourra peut-être vous prendre cette position, ce qu'on appelle la position de first runner, celui qui est en tête de course et qui va essayer de profiter de cet avantage le temps que les autres en fait s'organisent pour venir vous concurrencer. D'où l'importance de garder cet avantage concurrentiel, cet avantage compétitif le plus longtemps possible. Alors, dernière question. Est-ce que le but d'une entreprise est de faire du profit? Bon, c'est un vaste débat. On ne peut pas répondre à cette question, évidemment, en 2 secondes, mais si j'essaye de schématiser, évidemment, ma réponse ne sera pas complète. Mais je vais vous dire la chose suivante. La réponse, elle doit nécessairement être nuancée. On ne peut pas dire que l'ultime objectif d'une entreprise est de faire du profit. Ça peut être dangereux. Maintenant, il serait naïf de penser qu'une entreprise peut survivre et peut être soutenable si elle ne réalise pas de profit. Autrement dit, le profit doit être considéré comme un objectif et non pas une fin en soi. Pourquoi le profit est indispensable pour la survie même de l'entreprise? Eh bien parce que sans profit, l'entreprise ne pourra pas investir. Et si elle ne pourra pas investir, elle ne peut pas rester compétitive et elle ne peut pas préserver les emplois de ses salariés. D'accord? Donc, investir, c'est une question de survie et pour investir, il faut réaliser des profits. D'accord? Pour pouvoir justement financer l'activité. Donc, encore une fois, le profit, c'est une question de survie. Alors maintenant, évidemment, les entreprises qui deviennent obsédées par la réalisation du profit, et je souhaite être plus précis ici, ça veut dire quoi obsédé par le profit? Ça veut dire que le manager va essayer de maximiser le profit au détriment d'autres parties prenantes de l'entreprise. D'accord?
Je vais réduire les conditions, je vais essayer de réduire mes coûts pour pouvoir être profitable. Mon business est en difficulté, j'ai besoin de réduire les coûts. Donc si je commence à couper les coûts et les avantages pour mes salariés, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, mes salariés vont être démotivés, plus faible productivité, et vous savez qu'en réalité, certains salariés qui sont démotivés vont partir. Et qui part en premier? Les meilleurs. Parce qu'ils arrivent à trouver d'autres postes ailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le manager, il vient de se tirer une balle dans le pied. D'accord? La même histoire lorsque le manager fait tout pour essayer d'économiser de l'argent pour pouvoir verser des dividendes. Alors que les choses soient claires, verser des dividendes, c'est légitime et c'est normal pour compenser, pour rémunérer de l'actionnaire. Mais si ce versement de dividendes se fait au détriment de la qualité du service, de la qualité du produit, eh bien vous allez perdre vos clients, par exemple, ou vous allez perdre des opportunités de business. Or, qui paye des salaires dans une entreprise? Ce n'est ni le patron, ni l'actionnaire, mais c'est le client. Voilà. La morale de l'histoire, le profit est une question de survie pour l'entreprise. Maintenant, évidemment, le profit, pas à n'importe quel prix. Si j'essaye de résumer, je dirais que le rôle d'un manager, c'est d'essayer de maximiser la valeur d'une entreprise tout en préservant la confiance entre l'entreprise et toutes les parties prenantes. J'entends par ça le capital humain, les employés, les fournisseurs, les banquiers, les actionnaires, l'État, la société civile. Voilà. Sans cela, une entreprise ne peut pas continuer à être soutenable et penser à avoir un avenir. Voilà. Bon, j'espère en fait que cette masterclass ou ce webinar, appelons-le comme vous voulez, a été utile. Je tiens à préciser encore une fois qu'il s'agit ici de pistes de réflexion. Évidemment, l'objectif de cette masterclass, c'est de faire de la pédagogie, de vous montrer en fait, en quelque sorte, quelle est notre approche d'explication, quelle est notre approche de transmission de la connaissance. J'espère que ça a été utile et en tout cas, nous restons disponible, à disposition pour discuter ou pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Merci et à très bientôt.